L'occasion de parler d'un personnage emblématique de l'histoire du Maroc et de la ville d'El Jadida que j'ai personnellement connu. Alors je vais parler du docteur Guy Delannoy, pas seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que combattant pour la liberté et pour l'indépendance du Maroc. Je dois aussi dire que dans ma vie de chercheur, intéressé par les études locales, j'ai eu la chance de rencontrer des personnages intéressants. Je citerai par exemple le général Abdelhak El-Qadiri, Raymond Aubrac, Guy Delannoy, Nezhas Qali, Naïm Al-Khatib, Si Khouchlaha, Si Abdelkrim Bekiran, et beaucoup d'autres personnages intéressants qui m'ont aidé à continuer et qui m'ont aidé aussi dans mes recherches. Alors pour Guy Delannoy, docteur Guy Delannoy, qui est né à Jadida en 1916, je l'ai connu tout à fait par hasard, mais il faut dire aussi que le hasard, il faut le susciter, il faut aller à sa rencontre. On ne veut pas rester assis et dire le hasard, le hasard. Alors à l'époque, j'ai connu le docteur Guy Delannoy dans les dernières années de sa vie. C'était dans les débuts des années 80, je travaillais à l'époque comme attaché de presse. Et comme attaché de presse, je lisais beaucoup de journaux pour faire une revue de presse. Et c'est un jour que je tombe dans le journal Le Matin sur une information littéraire, comme quoi Guy Delannoy a publié le premier tome de ses mémoires historiques. Je ne savais pas qui c'était ce Delannoy, parce qu'il y en a plusieurs, mais par curiosité, j'ai cherché à le joindre. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien du tout. Donc, j'ai cherché l'éditeur qui a imprimé, qui a édité le premier tome de ces livres. C'était l'Harmattan. Donc j'ai envoyé une lettre à l'Harmattan destinée au docteur Guy Delannoy. L'éditeur de l'Harmattan a remis la lettre au docteur Guy Delannoy et j'ai reçu une lettre de lui. Une première lettre, une deuxième, une troisième, et on a continué à échanger des lettres jusqu'à son décès. Alors la première lettre, il était très très content parce qu'il a dit « Notre famille n'a pas été oubliée à Jadida ». Et voilà que ce Marocain d'El Jadida, un compatriote mazaghanais, il m'envoie une lettre avec un timbre marocain, tout ça, il était très content et à l'époque il avait plus de 70 ans et il était à la retraite depuis les débuts des années 80. Et à travers nos échanges, j'ai compris que quand il est retourné parce qu'il a passé à peu près 42 ans au Maroc sans jamais connaître la France. Il est né à Jadida en 1916, il est resté à Jadida au Maroc avec un cursus en Algérie, parce qu'il avait ses études de médecine. Mais sinon, il a toujours travaillé au Maroc avec Sidi Boujibal, le Mazaghanais. Il travaillait à l'hôpital de Casablanca, dans le service de cardiologie, dont il était l'un des premiers créateurs. Et donc, on a commencé à s'écrire et il m'avait parlé du deuxième tome qu'il allait faire sortir et il m'a envoyé le sommaire de ce deuxième tome en me disant de ne pas le publier. Et alors tout son courrier que j'ai reçu de lui, avec d'autres courriers, d'autres personnalités, tout cela avec beaucoup d'archives, je les ai remis à l'État et sont maintenant déposés aux archives du Maroc à Rabat depuis 2023. Après, on s'est rencontrés la première fois à titre
personnel directement à Rabat. Il était venu pour présenter le premier tome et on s'est retrouvé à Rabat chez son collègue qui était docteur Michon, qui est devenu le responsable, l'archevêché, c'est ça, le prêtre de Rabat. Alors il y avait l'église de Rabat, et derrière l'église, il y a les quartiers pour le personnel et pour les prêtres, tout ça. Et Guy Delanoë est venu à Rabat et il s'est installé là. Je l'ai vu là, et puis après, il est venu à Jeddah pour présenter le premier tome à l'Alliance franco-marocaine, qui est aujourd'hui l'Institut français. À l'Alliance franco-marocaine, il a présenté son livre et il est allé passer la nuit à l'hôtel de Provence, au centre-ville, et le matin, je l'ai aidé. On était allé au café disparu, un café disparu, mais emblématique aussi. C'est le café Sousse. Alors les anciens collègues, c'est comme si on dit aujourd'hui le Mahaba. Il était au place de Bruto, c'est-à-dire place Hansali. Et en face de ce café Sousse, il y avait l'immeuble Netto. Netto, c'est-à-dire le grand-père de Laurence Delors que vous avez entendu tout à l'heure. C'était justement en face. Et après il m'a montré, docteur Guy Delanoë, il m'a montré l'hôtel où était sa mère. Tout à l'heure, Nessia vous a parlé qu'en 1913, sa grand-mère Eugénie Delanoë est venue avec son premier fils, l'architecte Georges Delanoë. Ils sont venus s'installer à l'hôtel, qui est maintenant l'hôtel de France. Alors il m'a montré l'hôtel, il m'a montré la rue Liscoul, il m'a montré tout ça, et puis on a pris un taxi pour aller vers Sidi Bouafi, et de là il a pris un taxi pour aller au logement familial, la villa familiale, à Walidia. À Walidia pour passer. Et ensuite, il était parti en France. À l'époque, moi je ne connaissais pas encore Nessia, sa fille. J'ai connu son père avant elle. Et c'est Nessia qui va me contacter, il va me dire que son père était content d'échanger avec moi des lettres et qu'il est décédé, mais après avoir fini le deuxième et le troisième tome de ses mémoires. Et c'est Nessia qui s'est occupé du secrétariat, de la correction et de tout ça avec l'éditeur. Il est décédé en 1990. L'enterrement à Al-Jedida n'a pu se faire qu'en 1912 pour des raisons familiales, je crois. Et non, 1992. Et à l'enterrement, il y avait Dr Khatib, c'est-à-dire ses amis du combat pour l'indépendance. Il y avait Dr Khatib, il y avait Dr Nji, le président du tennis. Il y avait aussi l'ancien ambassadeur, Dr Harari, et pas mal de gens d'Al-Jedida. Ça, si vous voulez, c'est rapidement comment je l'ai connu. Pour son parcours, c'est quelqu'un qui a milité pour l'indépendance du Maroc pour plusieurs raisons, parce qu'il était médecin, il était libéral, il était imprégné des valeurs de la Révolution française, mais aussi parce qu'il a vu la méchanceté, si on peut dire, du protectorat. Alors d'abord, il a connu cette méchanceté du protectorat dans les années 40, parce que, comme a dit Nessia tout à l'heure, l'ordre des médecins de Vichy a exclu sa mère de l'exercice de sa fonction, alors que cette dame s'est adonnée cœur et âme à la population marocaine. Et elle ne prenait même pas ses congés annuels. Elle enchaînait le travail.
Le conseil des médecins, de l'ordre des médecins, n'a pas aussi pensé à lui autoriser une dérogation pour la laisser exercer alors qu'il en avait la possibilité. Donc, si vous voulez, cette procédure ou cette action du Conseil de l'ordre des médecins l'a totalement dévasté. Donc, il a compris qu'il ne faut jamais ménager cette administration directe du protectorat et cette philosophie du protectorat. Ensuite, dans les années 50, il s'est installé à Casablanca, devenu médecin, il était embauché par la COSUMA. Ce n'était pas à l'époque COSUMAR, c'était encore COSUMA. Alors il a vu la ségrégation entre personnel marocain et personnel européen. Il y avait 2 assistantes sociales, une seule assistante pour 200 à 300 Européens et l'autre assistante pour 1800 Marocains. Et ces Marocains n'avaient pas la douche, n'avaient pas le droit de se syndiquer, ils n'avaient aucun droit. C'est venu après la lettre des 75, avec d'autres, je résume, et pour les gens qui veulent approfondir, j'ai écrit tout ça dans l'encyclopédie du Haut Commissariat de la Résistance, qui est consacrée aux Français libéraux. Il se trouve ici à la bibliothèque. Donc, avec la lettre des 75, pourquoi la lettre 75 ? Parce que ce sont 75 personnalités influentes françaises au temps du protectorat, dans les domaines de la médecine, du barreau, des industriels. Il y avait par exemple Guy Martinet, l'historien, il y avait Peretti, il y avait le Nègre du Breuil, le grand industriel. Il y avait des personnalités de grand calibre et très connues. Cette lettre la lettre des 75 a été présentée au président René Coty. Dès qu'elle est sortie dans la presse, Maroc Presse, dirigée par l'industriel le Nègre du Breuil, elle a fait, si vous voulez, un grand débat, une grande polémique au niveau de la communauté française et européenne en général au temps du protectorat. Et c'est tout de suite après que le Nègre du Breuil a été assassiné à Casablanca. Lui-même, qu'est-ce qu'il dit Guy Delannoy dans ses mémoires, il a dit on a essayé de d'écrire cette lettre d'une façon modérée. Et malgré tout ça, ça a donné un résultat contraire. Alors je vais vous lire par exemple ce qu'a dit Marie-Roselé. C'est la lettre des 75 qui donne la naissance au mouvement libéral Conscience française par opposition à Présence française que représentait la droite. La Conscience française bravait tous les intérêts d'un. Et de ce fait, comme le dira Jacques Lerck, l'historien, il devait s'exposer aux incompréhensions, aux suspicions, voire aux attentats. Et c'est de là que le Nègre du Breuil a été assassiné. L'écrivain et journaliste Jean Lacouture, il dit dans Libération, dire que le groupe, c'est-à-dire le groupe de Conscience française, provoqua la colère de la majorité de la colonie française est faible. Les années que vécurent ces braves
au temps où étaient perpétrés les grands complots contre le roi, fut riche d'épreuves aggravées par la publication de la lettre. Et après, Guy de Lannoy a été chassé de son emploi. Après sa retraite, il s'est installé à Villeneuve-les-Avignon, dans le sud. Et c'est à partir de Villeneuve-les-Avignon qu'on a commencé à échanger du courrier. Et c'est là où il m'a invité à venir le voir, mais pour des raisons diverses, je n'ai pas pu les rendre. Et là, je vais revenir à 1954 pour dire que la France, pour lui, était sa patrie, mais il disait aussi que le Maroc, c'était sa vraie patrie. Car le défunt était considéré par les Marocains comme un vrai Français, un vrai Marocain. En tant que président de Conscience française, des Marocains vinrent le voir et lui raconter dans son cabinet à Casablanca leur misère et leur tourment, parce qu'il soignait aussi les résistants en cachette qui venaient après, qui s'étaient échappés de la police. Il disait que je ne demandais pas aux gens que je soignais s'ils étaient innocents ou coupables, ce n'était pas mon rôle, j'étais seulement médecin. Et lors du retour du souverain, le 16 novembre 1955, il fut présent sur l'aéroport pour représenter ses camarades de combat. Et 5 ans plus tard, au lendemain du décès de Mohamed VI, et devant financer les études supérieures de ses 3 enfants, il s'installe en France après presque un demi-siècle de vie au Maroc. Je vais finir par les Wissem parce que c'est important. Le Maroc, il a été reconnaissant à cette personnalité éminente du combat pour l'indépendance. Alors, pour résumer, je dirais qu'il a eu beaucoup de Wissem, de royaume du Maroc, par le Mohamed V, par Hassan II et par Mohamed VI. C'est dire que le personnage était très important. Je voudrais dire aussi, avant de finir, parce que ce sont des souvenirs qui viennent à chaque fois, quand j'ai fait un livre, Guy, sur la vie d'El-Jadida, c'est Guy de Lannoy qui m'a donné l'idée. Comment cela s'était fait? C'était que lors de la présentation du premier tome de ses mémoires à El-Jadida, il avait reçu une lettre de l'architecte français Jean-Louis Dollfus, qui travaillait au chantier à Casablanca. Et Jean-Louis Dollfus avait remis une lettre à Guy de Lannoy pour lui demander de l'aider à faire un livre-guide sur la ville d'El-Jadida et sa région. Et c'était en collaboration avec le délégué du tourisme d'El-Jadida à l'époque. Guy de Lannoy ne pouvait pas faire ce travail parce que non seulement pour l'âge, il était fatigué, il était accaparé par le travail qu'il faisait pour terminer ses mémoires, et il n'avait pas le temps et il n'avait pas cette possibilité de faire ce travail. Donc il m'a remis la lettre de Jean-Louis Dollfus. Il m'a dit, toi, tu travailles sur El-Jadida, c'est toi qui peux faire ce travail. Et j'ai contacté l'architecte Jean-Louis Dollfus, qui était sur le départ, parce qu'au téléphone, il m'a dit, dans 5-6 jours, je vais quitter le Maroc pour partir en France. Et il m'a donné sa lettre,
Et Jean-Louis Dollfus, il m'a envoyé pas beaucoup d'archives, un petit peu d'archives que j'ai récupérées à la délégation du tourisme de Djedida. Et c'est comme ça que j'ai fait ce travail qui a été publié à Toulon, en France. Maintenant, il est épuisé, il ne paraît plus, mais c'est seulement pour vous dire que Guy de Lanouée, c'est un personnage emblématique de l'histoire du Maroc et de la vie de Djedida. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Semstafa, pour cette précieuse intervention. L'histoire, c'est essentiellement, pas aussi, mais essentiellement l'histoire des personnes, beaucoup plus que l'histoire des masses. Et si le colonialisme est une entreprise injuste, cela n'empêche que dans cette entreprise, il y avait des gens justes, comme Guy de Lanouée. Et d'ailleurs, j'ai personnellement demandé à Semstafa de nous parler de Guy de Lanouée, qui était un JT, président de Conscience Française. Je pense qu'il a peut-être fier de son enfant, qui au moment où la majorité, bien sûr écrasante, des Français ici au Maroc voulaient garder le Maroc sous le joug français, et bien Guy de Lanouée et d'autres avec lui, eux se battaient pour l'indépendance du Maroc. Il faut aussi mettre la lumière sur des personnes telles Guy de Lanouée. Merci beaucoup à Messia, merci beaucoup à Semstafa, et j'ai l'honneur de vous donner à tous les deux le prix d'histoire de l'entre-fondation. Voilà. C'est écrit d'ailleurs pour le livre de la femme de Mazagan. Car cela contribue à préserver les archives des Djedida. Et c'est Semstafa, bien entendu, pour ses 30 ans du cahier des Djedida, qui a un travail extrêmement précieux. Et je le remercie grandement, vraiment, pour ce travail. Une photo à trois, là. Merci. Tous les trois.